Mesdames et messieurs, bonsoir. Cet après-midi, je vous invite à la découverte d'une nouvelle personnalité dans le cadre de l'émission Personnalité du mois de l'AN. Ce soir, nous allons à la découverte d'un membre qui a marqué cette association par son passage à la vice-présidence. Il est beaucoup connu pour une danse qu'il a apportée dans notre association. Party after party, party after party, party after party, after party after party, party after party, party after party, party after party, after party after party. Vous en avez pu vous rendre à travers cette vidéo. Il s'agit de nul autre que Monsieur Fadja Ba Ibrahim. Mais cet après-midi, nous n'allons pas uniquement parler de danse, nous allons découvrir la personnalité dans tous ses côtés pour écouter jardin. Alors sans plus vous faire languir, suivez-moi. Nous sommes venus nous former, pourquoi? Parce que nous voulons réellement rentrer ou peut-être rester ici. Ibrahim, est-ce que vous pouvez esquisser un pas de danse et nous allons sortir par là? Bercé par le vent vivifiant de la trépidante ville de Lanjo, c'est avec un plaisir immense que nous vous accueillons dans le cadre de notre émission La personnalité du mois de l'AL. Ce plaisir est d'autant plus légitime qu'il est partagé par la nature mère présente dans le feuillage bigarré de ces arbres et plantes qui, réveillés par l'automne, exhalent de nouveau tout leur parfum et nous enveloppent comme de fraîches guirlandes. Monsieur Fadja, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Fadja, quel est le sentiment que vous ressentez ce soir d'être l'invité de cette émission? Merci à l'équipe Mediateam de Lazare. C'est un sentiment de plaisir qui m'affecte. Je suis réellement touché par votre présence ici pour réellement faire cette vidéo avec moi et surtout savoir de plus sur ma vie à Lanjo et surtout sur ma contribution à Lazare. Merci, je vous remercie. C'est un sentiment de plaisir. Monsieur Fadja Ibrahim est un ancien vice-président de l'AL. L'AL, entendez par AL, Association des étudiants africains de Lanjo. Il a été membre de cette association depuis 2017 et cette adhésion a été couronnée par le poste de vice-président qu'il a occupé l'année suivante, c'est-à-dire en 2018. Monsieur Fadja Ibrahim, qu'est-ce qui vous a poussé d'entrée de jeu? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à adhérer à l'AL en 2017? Ok, merci pour la question. Ce qui m'a vraiment motivé à adhérer à l'association des étudiants africains de Lanjo, c'est tout simplement parce que je suis africain, comme tous ceux qui sont membres de cette association. Et étant africain, j'ai le droit, l'obligation, disons, d'apporter ma contribution au développement de l'Afrique. Et je pense qu'à travers cette plateforme, je pouvais, disons, mettre mes expériences, mes compétences en jeu pour apporter mon grain de sel. Voici les choses qui m'ont de plus motivé. En plus de ça, il fallait qu'il y ait, disons, plus d'union entre nous et la meilleure façon de le faire, il fallait s'unir, se donner les mains avec ceux qui sont déjà sur place. Voici. Alors, Monsieur Fadja, vous parlez d'apporter votre contribution. Mais avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez nous dire, pour toutes ces personnes qui nous écoutent, pour tous ces jeunes Africains qui s'apprêtent à venir poursuivre leurs études supérieures dans la ville de Lanjo, est-ce que vous pouvez nous dire, cette AL que vous avez servi et dont vous avez été membre, est-ce que vous pouvez nous présenter de fond en comble, c'est quoi l'AL? Alors, l'AL, comme vous pouvez l'entendre par l'association des étudiants africains de Lanjo, c'est une association qui d'abord accueille l'ensemble des nouveaux étudiants africains arrivant dans la ville de Lanjo, les aider à s'intégrer, surtout les aider à vraiment connaître la ville, non seulement la ville, y compris la façon de vivre de Lanjo,
les aider à s'intégrer dans leurs différentes activités scolaires, académiques et tout ce qui réellement participe à la vie de l'Anjou. Parce que à partir du moment où vous arrivez ici, venant directement de l'Afrique, tout est différent. À commencer par le mode de vie, la nourriture, les gens, la façon dont les gens vivent, la façon dont les gens vous voient. Donc si toutefois vous n'avez personne pour vous aider à vous intégrer, surtout étant africain, noir bien sûr, ce ne serait pas facile. Certes, vous allez vous en sortir, mais ce ne serait pas facile. Donc ceci dit, il fallait que l'association soit mise en place, réunir l'ensemble des pays parce qu'il y a tous les pays africains qui se réunissent dans cette association. Et à partir de ça, tu peux venir le premier jour où tu arrives ici, on peut te mettre en contact avec tes compatriotes, chose qui n'était pas facile si réellement il n'y avait pas cette association. Donc je pense que c'est l'une des raisons. Et tout à l'heure, vous avez parlé de difficultés. Quelles sont les difficultés auxquelles on fait face lorsqu'on arrive à l'Anjou pour la toute première fois? Les difficultés, il y a d'abord la communication. Parce qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à communiquer avec, disons, les habitants de la ville, ce ne serait pas facile pour toi de t'intégrer. Toute chose, il faut d'abord pouvoir communiquer avec eux. Aller faire des jachas. La première fois que tu arrives, tu n'as rien. Ils vont t'installer, ils vont juste te donner une chambre, un lit. Des fois même, il n'y a même pas de drap, de couverture, rien. Il te faut toi-même aller dehors et acheter. Et la langue, elle est carrément différente de ce que nous connaissons chez nous. Vous voyez, donc, si toutefois tu n'as personne pour réellement t'épauler, t'aider à aller faire tout ça, la majeure partie des universités, ils ne délèguent pas, disons, des jeunes ou peut-être des Chinois qui vont t'aider à faire ça. Il te faut trouver un frère africain avec lequel tu pourras te comprendre pour t'aider à faire ces différentes courses. Donc, voici quelques-uns. Alors, vous avez parlé des difficultés. Monsieur Fadja, vous avez parlé tout à l'heure des difficultés qu'ont rencontré le bureau du premier président. Et aussi, vous avez parlé de votre contribution. Parlons-en justement. Qu'est-ce que vous pensez qu'aura été votre contribution à l'ASA du moment où vous fûtes vice-président? Vous fûtes d'ailleurs très proche de l'ancien président. Cette équipe-là, de manière assez prosaïque, qu'est-ce que vous aimeriez que l'histoire retienne de votre passage? Quelle fut votre contribution à cette association du moment où vous étiez aux affaires? Ok, merci. D'abord, je rappelle, à l'époque, je n'étais pas dans cette université, j'étais dans une autre communément appelée Saïgindas, Nanju Saïgindas. À mon arrivée, il n'y avait pas, disons, assez d'Africains, mais à la même année, au second semestre, il y a eu beaucoup d'Africains qui sont arrivés. Et on a rencontré assez de difficultés parce qu'il n'y avait pas, disons, l'entente, il n'y avait pas l'union comme on le voulait. Donc je me suis senti un peu concerné, étant donné que j'avais fait, disons, 6 à 7 mois, je m'y connaissais un peu de la ville de l'Anjou, comme vous l'aviez bien mentionné, avec l'ancien président, le président que j'avais trouvé à l'époque avec son équipe, Patrick, à la personne de Patrick. Donc je me suis dit qu'il fallait que je contribue à cela. Et la seule façon dont j'ai trouvé à contribuer, c'était d'être président de cette université, des Africains de cette université, et vice-président de l'association des étudiants africains de l'Anjou. Alors si vous en avez convenance, parlons de votre contribution en tant que vice-président à l'université de Taïjing. Ce sera tout juste après notre pause que nous marquons dès à présent. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Monsieur, bon retour sur le plateau de l'invité du mois de l'AEL. Avec nous, c'est monsieur Fadja Ba Ibrahim, membre de l'AEL et ancien vice-président de cette association. L'AEL, c'est une association des étudiants africains de la ville de l'Anjou. Alors, monsieur Ba Ibrahim, pourquoi on nous a de sources indiscrètes, nous avons appris que vous êtes d'ailleurs le vice-président. Vous nous direz tout à l'heure si vous l'êtes toujours ou vous êtes un ancien vice-président de l'association de tous les Guinéens de Chine. Alors pourquoi une association regroupant tous les Africains? D'ailleurs, d'abord vous faites partie de l'association des Guinéens de Chine, ensuite vous faites partie de l'association des Africains de l'Anjou, et dans toutes ces associations, vous êtes membre du bureau. Pourquoi une association regroupant les Africains?
Et qu'est-ce qui explique votre militantisme, votre engagement dans toutes ces associations dans lesquelles vous occupez d'ailleurs des hautes fonctions? Qu'est-ce qui explique votre adhésion à tous ces mouvements? Merci pour la question. D'abord, je dirais que j'ai toujours été un militant de la vie associative depuis mon enfance. J'ai commencé par être membre de la Croix-Rouge depuis que j'étais à l'école primaire. C'est à travers ça qu'on a reçu des formations de toutes arts pour réellement être, disons, dans des associations et surtout diriger. Donc depuis, j'ai l'amour de diriger dans les associations, même pas pour juste diriger, mais être membre et surtout contribuer, apporter ma contribution. Parlant maintenant de ma vie dans l'association des Guinéens en Chine, oui, effectivement, je l'étais, mais mon mandat a pris fin en décembre 2019 et je suis toujours l'actuel président des étudiants aussi des Guinéens de Landjo. Donc, par rapport à l'association des Africains à Landjo, je pense que la meilleure façon, comme je l'ai dit auparavant, la meilleure façon de vivre ici, dans des bonnes conditions, c'est de se donner les mains entre Africains. Vous voyez, parce que quel que soit ce que nous faisons, il y a toujours des ségrégations, que ce soit en Chine ou ailleurs. Vous voyez, donc ceci dit, pour mieux nous en sortir, pour mieux vivre, il faut que nous donnions les mains. Et cela ne peut pas aller à rang dispersé. Donc l'idée de vivre en association, je pense, c'était la meilleure façon. Et tout à l'heure, nous vous avons posé une question, mais vous avez semblé avoir répondu en faisant dans la langue du bois. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, de manière assez prosaïque, qu'est-ce que vous aimeriez que l'histoire se souvienne de votre passage? Qu'est-ce que vous avez apporté comme contribution à l'ASA? Comment est-ce que votre présence à la tête de la vice-présidence de votre école et de cette association a changé le vécu des étudiants de votre université et partant des Africains de la ville de Landjo? La seule chose dont j'aimerais que tout un chacun se souvienne de moi par rapport à l'ASA, à l'association des étudiants africains de Landjo, c'est, disons, mon soutien, disons, ma contribution pour réellement unir les Africains. Et surtout quand je parle d'union, ce n'est pas juste que nous nous retrouvions, nous fassions quelques fêtes et puis ça passe. Non, mais de façon générale, qu'on arrive réellement à se donner les mains. Si un d'entre nous se retrouve dans des difficultés, que nous soyons tous, disons, ensemble. Donc ce que je peux apporter, c'est de donner peut-être mon expérience dans les différentes associations dont j'ai vécu, ce qu'on a rencontré, les problèmes, afin d'éviter certains de ces cas à Landjo, et surtout que malgré que nous sommes tous des Africains, mais nous venions tous de différents pays avec peut-être quelques différentes disons, cultures, parce qu'il y a des anglophones, il y a des francophones, il y a même certaines qui parlent l'arabe, et vouloir réellement unir tout le monde sans trouver un moyen de le faire, sans trouver un moyen de se comprendre à l'ensemble, ce ne serait pas facile. Et tout à l'heure, vous avez parlé du caractère cosmopolite de ces Africains-là. Vous avez parlé des anglophones, des francophones, des arabophones. Est-ce qu'il est facile d'unir tous ces jeunes-là, surtout sachant que ce sont des jeunes peut-être de votre cas, de la même tranche d'âge que vous, et peut-être qu'il y en a plus âgés ou moins âgés que vous. Est-ce qu'il est facile, est-ce que ça a été une tâche assez aisée d'unir tous ces jeunes-là, M. Fadja? De façon générale, la gestion des ressources humaines, ce n'est pas chose facile. Que ce soit entre d'abord des frères de même sang, entre une communauté, venant d'un même pays, et sans parler des ressortissants de différents pays qui s'unissent pour la même cause. Ce n'est pas chose facile, mais comme on dit toujours, qui veut, peut. Si réellement on veut, on peut. La seule chose peut-être que je peux ajouter, c'est enfin, c'est de trouver un moyen de motiver chacun. Parce que chacun a ses intérêts dans cette association. Donc la meilleure façon de réunir tout le monde, il faut trouver le moyen, c'est-à-dire l'intérêt que chacun peut gagner dans l'union de cette association. Et justement, vous parlez des intérêts. Et nous avons la chance que le président de l'ASA, le président actuel, M. Marc Mensa Erastus, nous écoute. Alors, quel conseil pouvez-vous lui prodiguer? Qu'est-ce qu'il peut faire pour susciter davantage de l'engouement au sein des Africains pour qu'ils adhèrent à l'association? Quel conseil prodiguez-vous à M. Marc Mensa Erastus? Le premier conseil que je vais lui dire d'abord, c'est d'avoir l'esprit d'équipe.
être ouvert. L'esprit d'équipe, l'ouverture d'esprit. Oui, parce que c'est très important, à commencer par son équipe. Je parle du bureau, les membres et tous ceux qui veulent apporter une contribution à l'ASA. Parce que si toutefois tu n'arrives réellement pas à être ouvert aux suggestions ou peut-être aux critiques, disons que certains vont apporter à ton égard ou à ton bureau, je ne pense pas si tu peux faire grand chose. Parce que chacun ne peut pas voir les choses de la même façon. Chacun ne peut pas voir ce que tu fais de la même façon. Certes, toi, tu te dis que tu fais mieux, mais pour d'autres, ce n'est jamais assez. Donc, il faut toujours être ouvert. Ce que j'ai appris dans toutes les années, durant les années dont j'ai été leader, c'est qu'un dirigeant, il doit être comme une poubelle. Chacun viendra mettre ses ordures. Et pour finir, il ne faut jamais t'attendre à ce que les autres apprécient ou bien soient satisfaits à 100% de ce que tu fais. Fais le bien et laisse les choses aller comme il faut. Alors, M. Fadja, vous allez regarder votre caméra et vous adresser à ces Africains-là qui sont, Dieu seul sait combien ils sont nombreux, qui ne veulent pas adhérer à l'ASA. Quels conseils vous leur dites? Quels mots avez-vous pour ces Africains-là qui sont encore réticents à adhérer, à devenir membres de l'ASA, comme vous l'êtes d'ailleurs? Merci. D'abord, ce que je leur dirais, il y a certains qui se disent qu'ils peuvent vivre sans cette association. Certes, je suis venu ici ne sachant même pas qu'il y avait une association ici. Je suis venu ici ne sachant même pas que j'allais retrouver tous mes frères de différents pays africains ici. Mais la chose que je peux leur dire, vivre ensemble, c'est vivre mieux. Tu peux vivre seul, tu peux survivre. Ça, c'est survivre. Mais si on vit ensemble, on peut se donner les mains, on peut s'apporter, disons, notre contribution selon les besoins. Je donne tant d'exemples dont vous tous vous êtes témoins. On a eu assez d'Africains qui ont eu des problèmes ici, des difficultés dans leurs études, ils sont tombés malades. Il y a certains même qui sont décédés. Mais le premier secours venait de nous qui sommes là. La première famille, c'est ceux qui sont ici. Certes, chacun d'entre nous a laissé sa famille au pays. Mais la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est de nous donner les mains ici, être une famille ici pour chacun d'entre nous. À bon entendeur, salut. Alors, Monsieur Fadja, nous allons actuellement parler de votre formation ici en Chine. Nous avons appris que vous êtes étudiant en master en votre filière statistique appliquée à l'informatique. De manière assez prosaïque, est-ce que vous pouvez nous dire, de votre retour, une fois votre diplôme obtenu et de retour en Afrique, si d'ailleurs vous en avez l'intention, est-ce que le continent africain pourra bénéficier du savoir que vous aurez acquis lors de votre formation ici? Bien sûr, je vais retourner en Afrique. Ah, cela nous rassure. Je suis venu ici pour avoir ce que je n'arrivais pas à avoir chez moi. La connaissance finale. Certes, il y en a chez moi, mais avec, disons, les difficultés que nous tous nous avions chez nous, ce n'est pas facile. Et je suis là pour faire ma formation après, retourner, contribuer au développement de mon pays et de l'Afrique tout entière. Cela ne veut pas dire que c'est parce que je suis guinéen si réellement je peux apporter ma contribution au Cameroun, en Côte d'Ivoire que je ne vais pas le faire, non. Parce qu'à partir du moment où, certes l'union n'est pas là, mais à partir du moment où l'union africaine, nous arrivions à le faire, nous serons les premiers à en bénéficier. Ouais, donc, je compte retourner et apporter mon grain de sel à ma façon. Merci beaucoup, M. Fadja. Alors, nous abordons la dernière partie de notre interview. Maintenant, nous voulons parler de l'avenir de l'ASA. Est-ce que lorsque vous regardez l'association dans sa configuration actuelle, vous êtes optimiste? Ou alors cela vous donne des sueurs froides? Est-ce que vous pensez que l'ASA va survivre au test du temps? Ou alors vous croyez qu'elle risque de mourir d'une mort naturelle dans les années ou alors dans les mois prochains? Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir de l'AL? Merci. Je dirais si réellement l'ASA va mourir, tout dépend de l'actuel bureau. Pourquoi je dis l'actuel? Parce que tout ce qu'ils vont faire maintenant, normalement ça doit être une continuité pour le bureau à venir. Donc si réellement ils préparent le terrain mieux pour ceux qui viendront, ceux-là aussi n'auront pas assez de difficultés pour réellement laisser la tâche à ceux qui viendront après. Je donne juste un exemple. Au moment où j'étais vice-président, l'équipe qu'on avait réellement, c'était une équipe de rêve. On avait nos problèmes, certes, on avait nos difficultés, on rencontrait assez de difficultés, mais on avait mis un plan. On avait mis un plan sur place, je ne sais pas, en place, disons, pour réellement la survie de l'ASA dans 10 ans.
Et ça, c'était en 2018, je pense, 2018-2019. Et avez-vous l'impression que ces plans, ces projets ont été continués ou alors ils ont été mis à l'abandon et de nouveaux plans ont été initiés? Je ne dirais pas qu'ils ont été mis à l'abandon, mais je ne vois pas la continuité pour moi depuis l'année dernière. C'est lui qui avait pris les choses en main. Il n'avait pas continué, peut-être il avait ses propres raisons ou peut-être ses propres projets pour l'ASA. Mais ce qu'on avait envisagé, c'est réellement quelque chose de grandiose. Parce que ça allait aider tout. Il fallait, on a vu l'ASA loin pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas juste être membre de l'ASA, il fallait être encore un cadre, un futur cadre de l'ASA. Une fois au pays, nous pouvons nous donner les mains à travers peut-être les projets qu'on avait ici pour réellement apporter un grain de sel en Afrique. Tu peux rester en Guinée et l'autre reste au Cameroun, vous vous donnez les mains pour vraiment mettre en place un projet qui peut être gagnant-gagnant pour les deux. Pouvez-vous étayer vos propos par un exemple concret? De quel projet faites-vous allusion? Tous les projets, à commencer d'abord par ce qu'on avait envisagé ici. On avait d'abord créé un site web pour la visibilité de la ville. Ce site web La Marche d'ailleurs, il est alimenté par le bureau actuel qui sévit sur ce site web. Alors je vous dirais que cette préoccupation n'est pas légitime car le site web marche d'ailleurs, il marche très bien. Je suis très ravi de l'apprendre. Et la seconde des choses qu'on voulait faire, c'est après avoir réellement mis la main sur tous les Africains de l'Anjou, c'était d'élargir maintenant pour toute la Chine. Parce que malgré que nous sommes tous à l'Anjou, mais il y a des Africains dans les autres villes et il y a des associations dans ces villes. Donc notre vision c'était quoi? C'était de réunir tous les Africains. Certes ce ne serait pas facile, mais en réunissant tous les Africains de la Chine, nous pouvons nous donner les mêmes. Plus que si toutefois nous sommes juste une minorité qui se trouve dans une seule ville alors qu'il y en a tellement en Chine. Et pour l'Afrique, comme je l'ai tantôt dit, il y avait assez de projets. Les projets que nous on avait mis en place à l'époque, c'était d'abord, comme vous l'aviez dit, le site web a été mis en place, l'achat d'une caméra pour médiatiser tout ce que nous devions faire en sorte que tous les membres qui étaient là réellement participent à sa façon. On avait envisagé de chercher des sponsors parce que, excusez-moi, nous sommes tous des étudiants. Nous sommes là, certains sont soutenus par les parents, d'autres ont des bourses. Vous voyez, donc il fallait chercher des sponsors qui non seulement allaient apporter quelque chose à l'association ou peut-être nous aussi, on allait contribuer à peut-être les aider à, si c'est des commerçants, à vendre leurs produits à travers les Africains. Donc tout cela, c'était des projets qui étaient mis en place. Mais pour les sponsors, je n'en ai aucune idée. Et on avait d'autres activités qu'on avait réellement envie de faire, par exemple la formation. On avait envisagé de, non seulement le HSK, le plus souvent les gens ils souffrent. Je pense même M. Samuel en personne était l'une des personnes qui devait participer à aider ces jeunes à se former. Nous avions encore envisagé réellement de trouver des thèmes, surtout pour la rédaction de nos articles et de nos thèses. Je pense actuellement, je remercie d'ailleurs le bureau actuel, je vois que cela a été encore pris en compte, afin réellement que chacun se sente réellement chez lui, parce qu'il n'est pas facile. Chacun a réussi sa formation à sa façon. Nous les francophones, nous connaissons le LMD et la majeure partie d'entre nous, on ne nous enseigne pas comment faire ces genres de projets. Personnellement, chez moi, on ne m'a pas enseigné. Tout ce que j'ai appris, je l'apprends de moi. Voyez-nous. Donc, à travers cette association, on a beaucoup de jeunes cadres ici qui font le PhD, qui ont vraiment des connaissances dedans, qui ont tellement publié des articles, qui ont fait des thèses, ils pourront apporter leur grain de sel. Donc tout cela, c'est préparé là, ça, dans 10 ans. Parce qu'à partir du moment où ils lèguent ce qu'ils ont, la connaissance qu'ils ont à la génération actuelle, c'est là aussi prendra les mesures pour laisser ça à la génération à venir. Et ainsi de suite. Donc si je vous comprends bien, votre inquiétude se situe au niveau des projets à long terme. Vous souhaitez qu'une administration qui vient, qu'elle institue des projets à long terme et qu'avec l'administration qui suit, qu'on voit une certaine continuité. Alors vous ne souhaitez pas que lorsqu'une administration vienne, elle balaie de côté tous les projets de l'administration qui les a précédés et vient avec de nouveaux. Vous souhaitez qu'il y ait une continuité. Et déjà vous vous assurez, vous vous réjouissez, vous avez relevé pour vous réjouir du fait que l'administration actuelle continue avec le projet de formation. Mais vous trouvez que ce n'est pas assez. On devrait aller plus loin en formant peut-être les nouveaux dans l'examen de test de langue chinoise. Oui, la continuité, c'est parce que l'équipe qui s'était réellement mise, qui avait été mise en place pour réellement préparer cela
pour un projet de 10 ans. Je ne pense pas que cela a été fait dans un mois. Vous voyez, donc, certes, ils auront peut-être des projets dans ce que nous, on avait laissé, qu'ils ne pouvaient pas faire, ou peut-être qu'ils trouvaient encore pas possible de réaliser, mais je pense que si toutefois on continue dans la même longueur, ça allait nous aider. Parce qu'à partir du moment où moi je commence quelque chose, ce n'est pas fini parce que mon mandat est terminé et que quelqu'un d'autre vient, il change tout, ça peut réellement encore nous ramener encore en arrière. Nous serons obligés de reprendre tout à zéro alors qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait déjà fait un premier pas. Vous voyez? Donc, ils auront des projets qui viendront. Mais la meilleure des choses, c'est d'ajouter leurs projets à ceux qu'ils ont trouvés afin vraiment que l'administration puisse continuer, puisse survivre. Nous sommes tous témoins des élections qui se sont passées tout dernièrement. C'est un exemple frappant parce que beaucoup étaient réellement, ne se sentaient pas réellement concernés par les affaires de Laza. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas préparé la relève. Vous voyez? Chaque bureau, ce que d'ailleurs je vais ajouter comme conseil à l'actuel bureau et au président et à son bureau, c'est de préparer la relève. Comment y préparer? Il faut approcher des jeunes dont tu trouves qu'ils pourront réellement te succéder après toi et continuer vraiment comme on le veut. Mais si tu ne le fais pas, fort malheureusement, tous nos rêves n'auront pas, disons, ils ne porteront pas fruit. Parce qu'à partir du moment où toi tu quittes, celui qui viendra, il se dira que non, il n'a rien trouvé, il faut qu'il mette tout en place. Et ce serait encore des doubles pour nous. Donc je pense que c'est ce que j'avais à dire. Et heureusement, le président actuel nous écoute à l'heure actuelle. Et rassurez-vous, en tout cas je le souhaite, vos conseils ne tomberont pas dans des oreilles des sourds. Maintenant, je vous pose une dernière question. Et je vous pose une autre question et nous sortirons par là. Lorsque vous regardez l'Afrique dans sa configuration actuelle, la Guinée dont vous êtes originaire se prépare, elle a eu fait face à une échéance électorale. Dieu seul sait combien elle a été contestée avec un président qui essaye de briguer un mandat que bon nombre d'observateurs estiment être le mandat de trop. Là au Nigeria, nous avons les violences policières qui ont déjà causé beaucoup de morts. Pas plus tard qu'hier au Cameroun, dans la zone de Kumba, on a des élèves, des enfants qui ont été froidement et lâchement abattus par une horde de hors-la-loi dans une salle de classe. Et cela, on pourrait étendre l'analogie même à la Côte d'Ivoire où le président actuel essaie de briguer un mandat que bon nombre de membres de l'opposition estiment être le mandat de trop. Lorsque vous regardez tous ces foyers de tension dans notre cher continent africain, est-ce que vous êtes pessimiste quant à l'avenir de l'Afrique? Oui. Pourquoi êtes-vous pessimiste? Tout dépend de la jeunesse. J'ai dit que je suis pessimiste parce que nous avons une jeunesse qui est consciente. Certes, peut-être elle n'a pas, disons, elle ne s'est pas mise à, comment dire, elle n'est pas en action pour le moment, mais elle est consciente de ce qui se passe. Et nous avons encore une jeunesse dont je déplore, malgré qu'il y a une minorité qui a fait une prise de conscience. Mais je peux dire si réellement qu'il y ait des projets pareils en Afrique, briguer un troisième mandat ou s'autoproclamer ou en tout cas vouloir rester à vie au pouvoir malgré ton âge, malgré ton échec, c'est parce que la jeunesse n'est pas unie. C'est parce que nous ne voyons pas loin, nous voyons juste à la limite de nos yeux. Vous voyez, la meilleure façon de réussir dans ces cas pareils, c'est à ce que la jeunesse se réveille. Une fois que la jeunesse est unie, les vieillards là, ils ne pourront rien faire. Parce que c'est nous qui les mettons en place. La majorité, disons l'Afrique est en majorité jeune. Donc s'il y a ces cas pareils, il faudrait se poser la question si réellement ces vieux arrivent à s'éterniser au pouvoir. Pourquoi? Parce que non seulement les jeunes ne veulent pas prendre les choses en main, soit ceux qui veulent prendre les choses en main ne sont pas soutenus. Vous voyez? Et tout cela réuni, ça devient un échec total. Alors faisons de la politique fiction. Monsieur Fadja finit ses études dans 1 ou dans 2 ans, il retourne en Afrique. Est-ce que lorsque vous rasez votre barbe le matin, vous voyez président de la Guinée, futur président de la Guinée? Personnellement, je n'aspire pas à être président de la Guinée. J'aspire à être président de mon entreprise, président d'une entreprise qui pourrait aider mon pays, qui pourrait aider la jeunesse à travers de l'emploi. Et ce sera notre question de fin. Nous vous souhaitons d'ailleurs bon vent dans ce projet. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce programme de personnalité du mois de l'AEL.
à la présentation, ce fut moi, Samuel, le chargé de la communication de cette association. Ce fut un réel plaisir de vous avoir et au revoir et à la prochaine édition. Alors, Monsieur Fadja, nous avons eu dit qu'avant votre arrivée en Chine, vous étiez un enseignant. Alors, est-ce que la question que je vais vous poser est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé? Généralement en Afrique, lorsqu'on est... D'ailleurs, vous n'étiez pas n'importe quel enseignant, mais enseignant d'université. Généralement en Afrique, lorsqu'on a déjà atteint ce niveau, on estime qu'on a atteint la cime des cimes de la société. Qu'est-ce qui a pu vous pousser à abandonner une très belle, belle carrière dont vous étiez d'ailleurs au début pour venir ici en Chine, vivre tous les mots que vous avez décrits tout à l'heure? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous avez d'abord enseigné, qu'est-ce que vous avez enseigné et pourquoi est-ce que vous avez abandonné cette carrière d'enseignant pour venir ici? D'accord, merci. J'ai enseigné, disons, dans certaines universités de la Guinée, à commencer par l'université Amadou Dieng, l'Institut universitaire des hautes études de Guinée, là où j'ai fait ma formation et là où j'étais encore chef service informatique. J'ai enseigné à l'université Nelson Mandela, à l'université Simon Bossia. À Nelson Mandela, à l'université IEG, c'était la formation professionnelle, ce qui faisait le BTS. À Mandela et disons, à Amadou Dieng, ça c'était réellement des étudiants à l'université. Et comment ça a commencé? Depuis le début, j'ai constaté, depuis, disons, au moment où je faisais le secondaire, chacun, disons, malgré que nous avions des profs qui se démerdaient à nous donner des cours, mais chacun ne rêvait jamais d'être un enseignant. Ils se disent qu'une fois que tu deviens un enseignant, eh bien, ta carrière est fichue, tu n'auras rien réalisé. Donc je me suis dit qu'il fallait que moi-même je découvre ça à ma façon. Au début, ce n'était pas facile parce que vous-même, vous savez, en Afrique, si toutefois tu n'as pas ton master, quelle que soit ta connaissance, surtout les pays francophones, tu n'auras pas, disons, la chance de donner ta connaissance, surtout à l'université. J'ai d'abord été assistant, c'est à travers cela que j'ai donné les cours, jusqu'à ce qu'ils m'ont réellement donné les cours officiellement. Parce qu'ils se disaient que je n'ai que la licence et ce n'est pas recommandé à quelqu'un qui est licencié de donner des cours. Il fallait que j'obtienne ce cours à travers un enseignant qui était habilité afin qu'eux-mêmes ils découvrent mon talent. Donc c'est à l'issue de ça que j'ai donné quelques matières informatiques. J'ai commencé à travers, d'abord avant cela j'ai moi-même ouvert mon propre service, service de prestation qu'on appelait cyber à l'époque. Là où j'ai donné des cours de formation en informatique de base, j'ai aidé les gens à réparer les ordinateurs et tout, jusqu'à ce qu'on m'a rappelé à mon université pour être chef service informatique. Donc j'ai donné des cours d'algorithme de base, les cours de MERIS, pour ceux qui connaissent un système de gestion de bases de données. J'ai donné les cours de HTML de base pour ceux qui veulent devenir des développeurs web. J'ai donné des cours de Windows, de configuration Windows Server et le cours de WinDev à Nelson Mandela. Donc, merci, Monsieur Fadja. Merci. Et ce que je peux rajouter par rapport à ça, nous qui sommes à l'étranger, c'est un conseil que je donne à chacun d'entre nous. Nous sommes venus nous former, pourquoi? Parce que nous voulons réellement rentrer ou peut-être rester ici, avoir, disons, un niveau plus que ce que nous avions avant. Et c'est ce que tous ceux qui sont chez nous rêvent. Nous sommes venus ici, nous avons acquis la connaissance, nous voulons rentrer et être employés par l'État ou peut-être par une entreprise. Mais moi, je pense que nous pouvons encore contribuer autrement. Tu peux non seulement être enseignant et donner la connaissance que tu as acquis ici à ceux qui sont au pays, et en même temps peut-être être membre, être à la fonction publique ou être un entrepreneur ou en tout cas quelqu'un qui est employé dans une entreprise. Parce que moi, je l'ai fait. Ce qui m'a poussé d'ailleurs à venir ici, je voulais compléter mes études de master et si Dieu me le permet, les études de doctorat afin d'être prêt pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire partager la connaissance acquise. Merci.